Alors, Dite 33, voilà. cette rue de la Tête d'Or qui débouche sur la Grande Place. Et on n'y entre pas. Et devant quelques restos sympathiques. Ah oui, ça se rapproche, hein. On commence à sentir Le Roi d'Espagne, les deux Brouettes, les deux brouettes, oui. notre cantine habituelle. Ouais. Je rappelle simplement, il y a une photo d'ailleurs dans le livre, on m'a autorisé à aller en bas et tu m'avais pris en photo d'ailleurs, eh bien que la brouette, ses sous-bassements, sa structure dans les caves est d'origine, alors que le roi d'Espagne, ça a été complètement refait. Bon, c'est pas encore l'heure de manger, c'est bientôt, mais... Voilà, c'est vrai, même ici, oui. Alors là, on n'y va pas. Là, si tu veux, c'est le passage, notamment le samedi, des Rolls-Royce avec les jeunes mariés. Donc, n'allez pas visiter la Grande Place ce samedi si vous voulez rentrer dans la cour intérieure de l'hôtel de ville, parce que c'est fermé. Sauf si on veut se marier. Oui, alors bien sûr. Hein. Donc, on régresse, on prend la rue des Pierres, on arrive sur la rue du Midi, et là, on passe devant l'arrière de la bourse. C'est un peu comme si, là, on voyait l'aspect caché des spéculations boursières. Mais je ramènerai ça plutôt sur l'aspect intérieur. Et là, nous sommes face à l'église Saint-Nicolas, qui est, au niveau numérologique, l'entrée en tout cas, exactement pareil que l'entrée de la cour intérieure. Il y a 46 pierres et une 47e au milieu. Curieux. Nous entrons dans l'église Saint-Nicolas, en silence, il faut respecter le lieu. Juste savoir que cette église avait une flèche aussi. Mais lors du bombardement par les Français de cette grande place, la flèche est tombée et ils ne l'ont pas reconstruite. C'est la faute à Macron déjà? Bien sûr, au monarque. Oui, non, mais non. Non, je ne crois pas que ce soit si simple. Donc dans cette église? Dans cette église, nous avons, en entrant sur la droite, quand on entre par la droite, et puis on sortira plutôt par la gauche, eh bien, un Christ, le Christ aux outrages, qui est assis avec un roseau, l'idée d'une sagesse, d'une connaissance, la rose, la rose de l'eau, hein, donc la rose qui émane des mémoires, des couches mémorielles. Eh bien, nous avons un Christ avec le pied gauche, je crois que c'est le pied gauche, percé. Et les yeux ouverts. Donc sous-entendu, et pourtant c'est dans une église, allez on va dire catholique, chrétienne, eh bien sous-entendu, le Christ n'est pas mort sur la croix. Et donc, il a les yeux ouverts, percés. D'ailleurs le pied est drôlement, luisant parce que ça porte chance de toucher, un peu comme avec le gisant au rez-de-chaussée de la maison de l'Étoile. Là aussi, si on frotte le bras, ça porte chance. C'est là aussi où ces dames retrouvent une virginité? Oui, tout à fait. Le matin, elles allaient pour retrouver une virginité, et puis après, elles pouvaient aller au travail. Voilà. Un travail qui est peut-être beaucoup plus nécessaire qu'on imagine. Pourquoi ces personnes choisissent pendant un certain temps de leur vie de donner leur corps? Et j'irai plus loin, j'en parle d'ailleurs dans le livre, concernant la pornographie, les films porno, c'est d'une facilité extrême aujourd'hui. On clique une fois ou deux, ça y est, on voit tout, quoi. Hein. Bon. Alors, sur le plan global de la conscience, il y a des êtres qui inconsciemment portent des choses qui potentiellement sont en nous. On n'est pas vierge de tout cela, on n'est vierge de rien du tout d'ailleurs. Alors voilà, c'est peut-être des accélérations de conscience, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais en tout cas ça existe, il faut le voir, j'ai envie de dire froidement, et savoir qu'on n'est pas en dehors de ces expériences, de cela, quoi. Bon, maintenant allons voir Barbara. Exactement, nous arrivons avant Barbara, sur la droite, nous avons une chapelle avec le symbole de l'antimoine, donc la croix, le globe crucifère, entouré de 16 coquilles, Saint-Jacques. 16, c'est la tour foudroyée, la tour qui foudroie, la tour en feu. Hein. Nous avons une colombe qui descend, une belle colombe blanche. Donc la colombe est au-dessus du symbole de la matière. Alors là, on va dire, ça c'est logique, l'esprit qui descend sur la matière. Bon, voilà. Juste à côté, nous avons Sainte-Barbe, avec sa tour,
avec les 3 fenêtres. On retrouve pratiquement la même chose que la tour foudroyée, qui s'appelle aussi la maison de Dieu. Ensuite, en face, nous avons un Saint-Nicolas avec 3 enfants à ses pieds. Donc ça exprime 3 aspects. Nous les qualifions de 3 principes alchimiques, sel, soufre et mercure. Tête, cœur, bassin. Enfin, tête, bassin, cœur. Donc nous avons avec Sainte Barbe le feu secret. Et nous avons avec, donc 3 matrices, et nous avons avec Saint-Nicolas la materia prima, avec les 3 principes alchimiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est une répétition de... Parce que là, on est proche de la Grande Place maintenant. Oui, on commence à s'en approcher, On oui. y est presque. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un rappel ou une prémonition? Constamment, cet aspect saut de Salomon arrive. Donc, il faut prendre conscience de ces matières. De ces matières, de ces feux. Saint-Nicolas, etc., les sels. Oui, tout à fait. La matière. Barbara, c'est la matière première. Ouais. Saint-Nicolas, le patron des enfants. Voilà, c'est le jour, je me souviens, quand j'habitais en Belgique, Saint-Nicolas, bon, c'était super, quoi. C'était avant Noël, on avait des jouets. Donc c'est... On peut dire qu'avant d'entrer dans la Grande Place, nous avons fait nos provisions. Oui. On peut le voir comme ça, peut-être. On peut le voir comme ça, de provision de matière, provision de sel aussi. Nous avons aussi un Christ qui est en croix, mais il n'y a pas la croix derrière. Symboliquement, moi je le verrais comme la personne qui accepte d'être crucifiée sans passer par le bois extérieur. Il se crucifie par lui-même. À côté, nous avons l'aigle de Saint Jean, donc il y a l'idée d'un enseignement johannite, un enseignement préparatoire, puisque la matrice de Jésus n'est pas la matrice de Jean. La matrice de Jean, c'est Élisabeth. La matrice de Jésus, c'est Marie. Et donc, voilà, il faut passer là aussi, c'est un peu comme si les préliminaires étaient johannites. Et ensuite, la réalisation elle serait christique, voire par Yeshua, qui tient tous les personnages. Ensuite, il y a une chapelle, là il faut faire le silence absolu, par respect des gens qui méditent, qui prient à ce niveau-là, de Maria Passis, c'est-à-dire Notre-Dame de paix, de la paix. Hein. Et à l'entrée, on a 2 personnages, Saint François d'Assise, dont les symboles, on voit, il a la croix, donc il y a l'idée de porter la croix, il a un pied sur un globe, sur le microcosme, voilà. Et à côté, Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue qui symbolise, alors Saint François c'est plutôt l'humilité, se dépouiller, et Saint Antoine de Padoue c'est plutôt trouver ce qui a été perdu. Alors lui, il a un enfant, l'enfant Jésus, posé sur un livre. Donc là, il y a l'idée d'une connaissance. C'est pas uniquement porter la croix, c'est avoir la connaissance. Mais au niveau opératif, qu'est-ce que tu entends par porter sa croix? Est-ce que ça veut dire faire provision de creuser? Oui, croix, creuset, c'est vrai, j'avais pas pensé. Oui, tout à fait. Ouais. C'est cela ou... Le creuset évoque le feu, donc porter sa croix, c'est aussi porter les deux feux qui réunis nous donnent un 3e feu qui va harmoniser un sel harmoniaque avec un sel de nitre et avec un sel de natron. Donc nitre, natron et harmoniaque, on pourrait les voir ensemble. Ou alors, nitre, natron et tartre. C'est important. Parce que là, nous nous préparons à entrer dans la Grande Place, donc à commencer le grand œuvre. Voilà. Alors, pour résumer. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Oui, résume. Voilà. Je finis juste avec la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, ensuite, on se tourne de cette chapelle, et là, on voit un boulet qui a été tiré, je crois que c'est 1695, quand ils ont détruit Bruxelles, par le maréchal Villeroy, sous ordre de Louis XIV. On voit un boulet qui est incrusté en hauteur comme ça, et à côté, on voit la chaire C-H-A-I-R-E, où le prêtre donne son enseignement, et là, par rapport à la chapelle qui est juste à côté, c'est comme inversé. C'est-à-dire qu'on a le symbole de la matière, l'antimoine, donc le globe crucifère qui est au-dessus de la colombe. Donc l'aspect spirituel est en bas et l'aspect matériel est en haut. Ça c'est intéressant. Sous-entendu, je suis enseigné, on va dire, par l'au-delà, la colombe, la blancheur, la lumière, tout. Mais au-dessus, il y a une matière noble
qui dicte sa loi à l'enseignement venant de l'au-delà. Et là, c'est comme si ça nous disait que d'opérer avec une alchimie concrète, on modifie l'au-delà. Voilà, donc il faut trouver cette matière, Tout à fait. quelque chose de concret, Absolument. et là on va pouvoir entrer dans la grande place. C'est ça Alors, que vous on voulez va dire. travailler cette matière, moi je l'ai appelée la terre solaire. C'est un antimoine, essentiellement. Mais, Symbolique ou... non, ça me rappelle la vidéo qu'on a faite. Un antimoine philosophique, séronien. Non, c'est un antimoine, ben oui, philosophique, avec d'autres ingrédients. Il n'y a pas que Tu l'antimoine. veux dire un minerai, une matière Oui, oui, en fait, c'est le minerai d'antimoine, c'est-à-dire la stibine. Ce n'est pas l'antimoine. On dit l'antimoine, mais en vérité, l'antimoine tout seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait son soufre avec. Et ça s'appelle comment, tu dis? La stibine. La stibine. Hein. Et là, nous avons... tu as appris quelque chose, là. Hein. Je me documente. Ah ben, écoute, hein. Alors, là, nous avons la stibine, mais préparée. Et en fait, moi, j'ai appelé ça à la fois la terre solaire, c'est-à-dire qu'elle est orientée sur la Grande Ourse. La Grande Ourse est en rapport avec la rue du Pot-au-Beurre. Et la petite rue au beurre, c'est la petite ours. Donc il y a quelque chose de céleste qui comme, il n'y a pas que la matière, il n'y a pas que la stibine qu'on a sortie de la mine. Elle est préparée. Nous avons d'ailleurs au-dessus du toit de l'église Saint-Nicolas, nous avons un globe crucifère, mais avec un coq dessus. Et le coq, c'est vraiment l'éveil. L'éveil, c'est le soleil, c'est le feu, il y a quelque chose de solaire là-dedans. C'est pour ça que je parle d'une terre solaire. Mais on peut l'appeler aussi un électron terrestre. Donc, c'est-à-dire un ensemble. Électron veut dire plusieurs choses. Hein, on va retrouver un électron céleste quand on va entrer dans la grande place, mais auparavant, il faut un électron terrestre, qu'on appelle aussi la terre solaire. C'est essentiellement un antimoine agrémenté de certaines impulsions, notamment du nickel. Pourquoi? Parce que le sang de la Terre, qui est ferreux, a aussi 3 ou 4% de nickel. Et au fur et à mesure que ce nickel se rapproche de la surface terrestre, de la croûte, eh bien, il y en a de moins en moins. Et ça veut dire que les dosages de nickel et de fer que nous allons mettre avec l'antimoine quand on va enclencher la grande place, quand on va enclencher le grand œuvre, eh bien, il y a des proportions à respecter. Et nous avons fait des essais et on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas mettre 4%, c'était beaucoup trop. Hein, pour les opérations suivantes. Enfin bon, ça c'est un petit peu anecdotique, on va dire. Alors là-bas, donc il y a la préparation, dans cette rue du Pot-au-Beurre, la préparation d'une materia prima, véritable. Donc nous sommes prêts. Attention, il y a encore une indication à la sortie de l'église où on voit une laitière avec un ballon. Donc il y a l'idée, voilà, je vous donne un ballon, vous allez travailler au ballon. Donc il y a l'idée quand même d'une voie humide, sans aller jusqu'au cylindre, mais on pourrait, avec les opérations de la voie du synapse, où nous récoltons ce qu'on appelle le sang du dragon, l'utiliser à un moment particulier, notamment à la maison qu'on appelle la maison de la Louve. Hein, on en parlera tout à l'heure. Donc il y a cette idée de cette laitière, et il y a aussi la fontaine des 3 aveugles, qui auparavant était la fontaine des 3 pucelles, dont les 2 saints pour chacune pissaient une eau. Donc on se retrouve avec 6 jets. Encore cet aspect 6. Tout le long il y a. On ne peut pas se contenter des 3 principes, comme l'anthroposophie, qui est magnifique ce qu'a fait Rudolf Steiner, qui reste toujours sur les 3, comme la plupart des spagyries. Non, il y a les 6. Il y a 3 matrices qui nourrissent ces 3 principes. Et ça, c'est oublié partout. Honnêtement, je lançais mon ego à la figure des caméras. Eh bien, je suis le seul à travailler avec ces 6 aspects. Et en plus, il y a d'autres indications qui nous montrent que c'est le processus alchimique qui doit prévaloir dans la spagyrie. Sinon, les élixirs ne sont pas complets. C'est des bâtards. Et du coup, étant incomplets, ces élixirs vont venir chercher l'énergie du patient. Il ne faut jamais oublier que c'est dans l'évacuation d'un remède qu'on se soigne. Or, un remède ne peut pas être évacué s'il n'est pas complet, parce que s'il n'est pas complet, à cause de l'homme, du préparateur, il vient, entre guillemets, se venger en ponctionnant les énergies psychiques, corporelles, de celui qui les consomme. Alors, celui qui les consomme, non seulement il est malade, il est faible, mais en plus, les remèdes incomplets viennent lui chercher le peu d'énergie qui lui reste. Alors du coup, il n'a qu'une échappatoire, croire en Dieu, en l'au-delà, la lumière, rituelle, voilà. Au lieu qu'une simple alchimie pourrait le remettre dans ses baskets.
dans son corps, dans son humanité, dans son péché. Et le péché, l'insoluble, c'est le médecin intérieur. Alors, au niveau des petits péchés, est-ce que c'est l'heure maintenant d'aller se boire une bière avant d'attaquer le grand œuvre? Oui, bon, on a encore cet après-midi à travailler, donc si je bois une bière, voilà, bon. On a les deux brouettes qui nous attendent. Oui, c'est vrai, nous avons les deux brouettes, les deux diables, là, ouais, qui nous attendent au fond du fourneau, donc c'est quelque chose de chaleureux, oui. Et oui, on peut... j'aimerais quand même terminer cette première partie en disant que l'étape d'après, on s'approche de la Grande Place, et là, juste avant d'entrer, nous avons sur la maison du roi d'Espagne deux coquilles Saint-Jacques, une grande et une un peu plus petite. Et là, Saint-Jacques, c'est l'apôtre qui nous mène à Saint-Jacques de Compostelle, c'est l'apôtre alchimiste. C'est pour ramasser la rosée, ces coquilles? Oui, voilà, et la rosée, c'est ce qui vient du céleste. On verra que la rosée, en fait, c'est Saint-Michel. La rosée, c'est Saint-Michel, parce que quand on entre dans la Grande Place, la première chose qu'on voit, ça va être le Saint-Michel là-haut. Voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que... Oui, pour conclure cette première approche. Voilà, pour entrer... Nous avons fait un travail intérieur. Oui, fantastique. Oui. Oui. Donc, oui, mais c'est pas fini. Oui. Juste un petit détail, c'est que ces deux coquilles Saint-Jacques nous expriment que Saint-Jacques va nous guider. Donc, accepter de se soumettre à un maître intérieur ou alors un ami, un guide, mais dans le bon sens du terme, sans la dépendance. Un véritable guide, c'est quelqu'un qui dit tout. Et à ce moment-là, on pourrait voir que pendant toutes les opérations qui vont aller jusqu'à ce qu'on appelle tout en haut de la maison du roi, la lanterne à l'étoile, eh bien, nous sommes guidés par un Saint-Jacques. Et là, arrive à cette étape-là, il nous quitte. Et il va retourner à la rue du Pot-au-Beurre, juste à la limite, pour reprendre un nouvel élève et continuer son circuit chaque fois jusqu'à la lanterne de l'étoile, la lanterne à l'étoile. Et cette lanterne contient tous les capoutes, anciens, mais aussi nouveaux. Donc nous voilà prêts intérieurement à rentrer sur la Grande Place, pour commencer notre grande œuvre à l'intérieur de la Grande Place. Évidemment, et en résonance, en analogie avec le grand œuvre intérieur. Tout à fait, mais on verra qu'il y a encore une petite préparation qui va se faire déjà sur la Grande Place, notamment avec un aller-retour sur cette maison. Hein. Mais bon, on va développer ça tout à l'heure, on va se restaurer un petit peu, ça fait du bien. Merci Tony pour cette première partie. Va bene, grazie signore. Dans la première partie, donc, qui correspond à la première vidéo, on a vu tout le processus intérieur nécessaire avant de rentrer dans la Grande Place et rentrer dans le grand œuvre opératif. Donc tout un processus intérieur qui se faisait à l'extérieur de la Grande Place. Donc on a vu tout un parcours, que tu as décrit longuement. Maintenant, nous remontons la rue du Pot-au-Beurre pour arriver enfin sur la Grande Place et démarrer notre grande œuvre opératif. Parce que c'est cette synthèse qu'on essaie de faire maintenant. Donc Tony, tu arrives sur cette grande place, cette merveilleuse grande place, il faut quand même le reconnaître, et dis-nous ce que tu vois. Alors, avec enthousiasme. Avec enthousiasme. Alors, en arrivant, guidé par Saint-Jacques, d'où la coquille Saint-Jacques qui est le dernier symbole que l'on voit avant d'entrer dans la Grande Place, par la bonne rue, eh bien, en entrant, ce qui saute aux yeux et nous pousse à soulever la tête, c'est évidemment la flèche de l'hôtel de ville, avec au-dessus Saint-Michel là-haut, le Saint-Michel céleste. Or, ce Saint-Michel céleste, son message, c'est la tradition nous en parle, de terrasser le dragon. Ça ne veut pas dire de le tuer, mais de le mettre à terre. C'est même pas que le dragon doit être mis à terre, mais c'est que la terre est le dragon. Le dragon est la terre, et il n'est pas question de la tuer, mais de l'incarner.
Or, nous l'avons préparée, cette Terre, on a appelé ça la Terre solaire, c'est tout notre travail, qu'on appelle aussi l'électrum terrestre, donc grosso modo, au niveau de la matière, c'est la matière qui évoque l'âne Timon, qui évoque la stibine, etc. On parle aussi de l'antimoine parfois. Cette matière, c'est pas n'importe laquelle, et le Saint-Michel, c'est pas n'importe lequel non plus. Saint-Michel, c'est aussi l'alchimiste avec son arme en fer. Donc il y a l'idée d'une rencontre fer-terre qui descend du ciel. On pourrait voir justement quelque chose comme la rosée qui descend du ciel, symboliquement. Mais on a déjà préparé nos matières, on est d'accord, hein, on a préparé uniquement la matière. On a préparé la matière. Donc cette matière, est-ce qu'on peut la nommer? On a le droit, c'est licite. Tu as parlé d'antimoine. Je ne sais pas si tu es prêt à recevoir cet enseignement d'introduire. Ouais. Bon, je vais quand même te donner quelques pistes. Je les ai dites tout à l'heure. Non, c'est à travers la stibine. En voie sèche, c'est la stibine. Ce serait en voie humide, ce serait le cinabre. Quoique le cinabre, il faudrait le situer différemment. C'est un sulfure de mercure qu'on trouvera plutôt dans les maisons qu'on va décrire maintenant. Ce n'est qu'une partie du grand œuvre, en vérité, pour moi. Bon. La partie essentielle, c'est que ça va nous donner le sang du dragon, qui est intéressant au niveau d'un mercure. Mais bon, ce n'est qu'une des fréquences, enfin à mon avis. Oui, mais bon, ne mélangeons pas les non, voies, mais tout on va à fait. rester sur une voie... Oui, mais disons que la voie sèche me semble beaucoup plus complète et elle est à même d'accueillir un travail de voie humide, par exemple. D'ailleurs, ce que nous allons voir maintenant se fait au ballon, quand même. Donc on pourrait voir une voie humide, mais qui n'a pas la voie du cinabre. Je reviens à notre Saint-Michel. On sait, parce que ça a été démonté, cette statue, pour la renouveler, je ne sais pas, il y a une centaine d'années. Et Paul de Saint-Hilaire, qui est un auteur belge qui a travaillé sur cette grande place, avec un ordre différent par rapport aux maisons, et puis c'était par rapport, non pas à la voie sèche, mais il semblerait que ce soit la voie des amalgames, une méthode que je connais beaucoup moins. Alors, cette voie de Saint-Michel, là-haut, enfin non, cette voie qui implique Saint-Michel là-haut, ben, ce Saint-Michel, il est posé sur un socle. Et quand il a été démonté, ils se sont rendus compte qu'il y avait 7 métaux. Et les 7 métaux, on pourrait les voir comme un électrum. Mais du coup, comme c'est quelque chose qui vient du céleste, j'ai appelé ça un électrum céleste. Donc ces 7 métaux sont par terre, c'est ça? Voilà, le Saint-Michel est posé sur un socle et dans lequel ils ont découvert les 7 métaux. Donc tu veux dire que pour toi, le socle, c'est la terre, c'est la matière première? Oui, donc voilà. Cette matière première doit être travaillée avec 7 métaux. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Voilà. De la même manière que l'antimoine, que nous avons vu dans la rue du Pot-au-Beurre, ben, là aussi, il pourrait y avoir des impulsions septuple, mais plutôt avec des sels, notamment. Enfin, dans le livre, je les ai décrits très précisément. Là, nous sommes plus dans les 7 métaux. Pourquoi les 7 métaux? Parce qu'en fait, ils vont préparer le véritable, enfin, pour moi, le véritable grand œuvre, c'est-à-dire que ce ne sera pas n'importe quel fer, parce que le fer, c'est Mars. Mars, c'est la maison du roi d'Espagne. Voilà. Nous avons les 7 maisons que nous voyons maintenant. Eh bien, à droite, en entrant, eh bien, ces 7 maisons, moi, je les ai reliées aux 7 planètes, aux 7 métaux. Et dans l'ordre de l'arbre, ici. Hein? Nous le verrons aussi tout à l'heure. Et ces 7 métaux, 7 organes en médecine chinoise, 7 métaux pour l'alchimie, c'est un électrum. Donc, l'idée, c'est de remonter ces 7 maisons et de préparer cet électrum, dans un premier temps, dans la remontée jusqu'à la maison de la tête d'or, donc jusqu'à l'Atlas. D'ailleurs, ça correspond aux 7 cervicales, entre parenthèses. On remonte de la C7 à la C1. Et cette remontée, c'est mettre en place les divers ingrédients, non seulement les 7 métaux, mais aussi en correspondance avec les symboles qu'on trouve sur ces maisons, les agrémenter de ces symboles. Par exemple, on voit une grappe de raisin à un moment donné dans le sac.
ça suppose qu'il y ait du tartre, puisque c'est lié. On voit un symbole lunaire sur une des maisons, donc la lune c'est l'argent, peut-être mettre une impulsion d'argent. Il y a Saint-Nicolas, par exemple, avec les 3 enfants en dessous, qui sont les 3 principales chimiques. On pourrait voir 3 matières, etc., etc. Donc, dans un premier temps, la remontée, c'est mettre en place dans le ballon diverses matières. Mais attends, je te coupe parce que tu parles du fer, mais qu'est-ce qui justifie le fer dans la grande place? Saint-Michel. Qu'est-ce qui justifie le fer dans la grande place et dans le grand œuvre? Déjà, Saint-Michel avec sa lance. Oui, c'est ça, Saint-Michel avec sa lance, donc il y a l'idée du fer. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que c'est lié au roi d'Espagne qui est juste à oui, droite, disons qu'il montre vraiment, cette maison nous montre vraiment l'incontournable Mars, fer. Mais souvenons-nous, quand on était sous la première tentation, sous la maison de l'étoile, qui n'a pas de rez-de-chaussée, il y a un gisant qu'on peut comparer au Christ en croix. Donc il y a 3 clous. Donc là, on a décloué ce sauveur extérieur, et ces 3 clous, on les retrouve ici. On pourrait dire que maintenant, on va sortir ces 3 clous d'un sauveur extérieur, donc d'un sauveur d'humanité, à un sauveur intérieur, un sauveur de notre personnelle humanité. Donc le fer, il se justifie aussi à ce niveau-là. Et puis Saint-Michel qui fond sur la dragonne, la dragonne, pourquoi? Parce que c'est la materia prima. Eh bien, ce Saint-Michel vient avec un outil, avec une arme qui est en fer. Donc il y a cette idée du fer. Pour moi, c'est le socle, c'est peut-être un des 7 métaux les plus précieux de ce travail préparatoire. Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas encore entrés dans le premier œuvre. Là, nous sommes encore dans une pré-préparation, mais déjà sur la grande place. Tu veux dire que le fer, c'est un des 7 métaux où il a une place à part. Pardon. Qui a une place à part, absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe? Première maison à droite, le roi d'Espagne. Dans le tarot, dans le travail que nous avons fait, alors nous sommes ici. Si on regarde la colonne vertébrale, nous sommes à la C7. Hein? La D1, on verra après, c'est Notre-Dame de paix. Mais là, on va commencer le premier œuvre, vraiment. Et ça correspond d'ailleurs à la bosse que nous avons entre la C7 et la D1. Eh bien, c'est là où le toréador va planter son épée. C'est par là qu'en ostéopathie alchimique, eh bien, nous entrons. On n'entre pas par la C1, mais par là, entre la C7 et la D1. Bon, donc première chose, on arrive là. Ici, nous avons la rue du Pot-au-Beurre. On va remonter jusqu'à l'Atlas. Et on va redescendre, et là on fera toute la colonne dans l'ordre. Donc ici, nous avons à entrer d'abord par la C7. La C7, ben voilà ici, hein, mais ici, c'est l'empereur. Et cet empereur, eh bien, on peut le voir en relation avec Mars. Bon, je ne vais pas approfondir là-dessus, mais le roi d'Espagne, c'est « j'ai les 3 clous en main ». Si on peut résumer à quelques mots. Au-dessus, il y a les diapasons, enfin il y a, avec une renommée, il y a un octogone qui nous parle des diapasons. Octogone, l'octave supérieure, etc. On voit une relation avec le fait de faire des gammes, le fait de mettre en musique. On pourrait dire que la préparation que nous avons vécue jusqu'à présent nous a permis d'avoir en main une gestuelle qui va mettre en musique les différentes maisons. Essayer de trouver un fil d'Ariane qui va nous emmener jusqu'au Coxygène en bas, c'est-à-dire jusqu'à l'hôtel de ville, qui est la fin du processus. Alors, la lettre hébraïque numéro 4, c'est Dalet, qui veut dire la porte. Donc, voilà, la porte s'ouvre sur le fer, ou le fer ouvre la porte. Le faire, dans les jeux de mots, ça peut être aussi maintenant je vais faire. Hein, je ne vais pas me contenter de recevoir le faire d'un sauveur extérieur. Non, c'est à moi de faire. Hein. Oui, d'autant plus que là, on démarre le grand œuvre. Non, pas tout à fait. Il va falloir remonter les 7 maisons, les redescendre, et là, le grand œuvre va commencer. Oui, mais on est rentré dans la grande place.
on est quand même rentré dans la grande place, mais on fait un petit aller-retour par les 7 cervicales, on revient, et là où nous commençons le grand œuvre, effectivement, c'est entre Mars et, cette fois-ci, nous aurons la tour foudroyée qui correspond à Notre-Dame de Paix. Voilà. Et voilà, il y a une relation là-bas. Au niveau de la colonne vertébrale, c'est plus explicite, c'est entre la C7 et la D1. C'est intéressant. Donc là, on est encore dans une pré-préparation, mais céleste. Un électron céleste. Là, nous avons directement Saint-Michel qui nous pointe du doigt. Il dit, attention, je vais descendre. Je ne reste plus dans les alléluia célestes, je descends. Et pour ça, il faut que vous ayez un socle suffisamment puissant pour m'accueillir. Et le socle, c'est un électron. Un électron céleste. Donc les 7 métaux. Alors, il va y avoir une remontée. Ici, essentiellement, dans le ballon, on met les 3 clous. Voilà, on pourrait. Alors pour la facilité au niveau de l'opérativité, on pourrait imaginer, parce qu'il va falloir les enlever ensuite, on pourrait imaginer un sachet avec de la poudre de fer. Ça pourrait être ça. Bon. Voilà. Alors ça correspond, bon, juste un petit clin d'œil, à l'organe des poumons. Donc il y a l'idée d'une respiration nouvelle. On entre dans la grande place. Première chose, une inspiration. C'est à la naissance d'un bébé, la première chose qu'il fait, il inspire. Et quand on meurt, on expire. Hein. Donc il y a l'idée d'un inspire avec ce roi d'Espagne. La lettre hébraïque 4, c'est Dalet, la porte. Donc la porte s'ouvre sur une nouvelle respiration. Ensuite, la deuxième maison, donc dans la remontée, c'est les 2 brouettes. Et là, c'est lié à Vénus. Dans notre travail, en tout cas en conformité avec tout le travail extraordinaire de Jacques Pialou, c'est le cuivre lié à l'étoile. Et aussi à Phé, la bouche qui s'ouvre. Et là, on pourrait imaginer que cette bouche, c'est aussi le sexe féminin. Et donc, c'est aussi le fourneau. Au risque de paraître grossier, mais ça ne l'est pas vraiment. Eh bien, ce fourneau, c'est aussi l'infernum en latin, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, nous avons 2 brouettes, mais en fait, on les décrivait comme étant des brouettes, en fer d'ailleurs, mais ce sont des diables pour transporter des matières dans le fourneau. On pourrait imaginer qu'au fond du fourneau, il reste une matrice de précédentes opérations qui n'ont pas été jusqu'au bout. Nous parlons d'une rosace cuivrée. Donc cette rosace, il est bon d'aller la rechercher. Parce qu'en vérité, ce grand œuvre que nous actualisons là maintenant, il ne se fait pas du premier coup. Il y a eu des tentatives, donc il y a des matières. Nous avons des caput mortuum à notre disposition. Oui, donc ça veut dire qu'on a fait plein d'essais avant. Absolument, c'est incontournable. En tant que débutant, apprenti. Tout à fait, et même expert, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience. Oui, ou à défaut d'avoir fait tout le processus préalable qu'on a vu dans la première vidéo. Oui. Ça a préparé, mais ça a préparé d'aller rechercher ce qui a été oublié. Enfin, oublié, mis de côté, parce qu'on s'est dit, on n'a pas réussi, ça. Mais non, justement. Donc nos tentatives. Toutes les tentatives ne nous ont pas fait perdre du temps. Gardent leur intérêt. Ah, totalement, totalement. C'est pour ça que je conseillerais à certains alchimistes, avec ma grande prétention, d'étiqueter leur matière, de savoir ce qu'il y a dans leur laboratoire. Parce que si ça se trouve, il y a bien des choses qui ont déjà été réalisées. J'en sais rien, enfin je dis... voilà. Alors, la maison des 2 brouettes nous donne aussi la composition de certains liquides. Alors, il est étrange aussi de voir 6 liquides d'un côté et 11 liquides de l'autre. 11 et 6, ça fait 17. Nous sommes dans l'arcane 17. En sachant qu'il y a aussi un filet. D'ailleurs, on parle de Vénus, le cuivre qui va nous donner le filet, mais là, c'est un filet d'urine. Dans la mesure où nous posons un je-nous à terre. Donc par rapport au collectif, c'est le je qui se plie au nous. Donc le nous, ça veut dire le collectif va nous apprendre des choses. Le collectif qui est dans notre aura, dès l'instant où je fais un ancrage par le genou, je fais une alliance sacrée avec le genou, eh bien je fais descendre tous ces potentiels toutes ces potentialités qui ont été éparpillées dans mes expériences. Donc il y a l'idée de poser un genou de manière à accueillir toute cette électricité qui est dans l'aura, et d'ailleurs l'électricité passe avec les fils de cuivre. Donc il y a l'idée quand même que le cuivre
a une importance au niveau des énergies qui se transmettent, hein, alors que le fer serait plutôt au niveau du magnétisme. Mais l'association des deux, ça fait couple électromagnétisme. Alors, ici, donc, on récupère un cuivre d'une ancienne matrice, un peu comme une matrice qui a déjà accouché, mais cette matrice, elle n'est pas morte. C'est pas parce qu'une femme a accouché qu'elle ne sert plus à rien, hein. Donc, cette matrice, il ne faut pas la jeter, il faut la garder. Et ici, on la retrouve. Ça veut dire qu'on respecte des expériences passées. Sinon, il manquera toujours quelque chose. Chaque fois, on dit non, on démarre, il faut vivre dans le présent. Non, le passé doit être ramené. Voilà. Alors, c'est aussi lié à l'organe de la vessie, à l'idée d'un marquage de territoire, hein. Donc, dans le ballon, on pourrait dire, on met cette rosace cuivrée, une ancienne matrice, et on met aussi du cuivre. Donc, ce cuivre va être utilisé par la suite. Mais là, il y a déjà tout un relationnel qui se met en place avec les 7 métaux. On continue et nous arrivons au sac. La maison du sac. Alors, c'est dommage que je n'ai pas les figures de la Grand Place, mais avec le film, donc, ça va être inséré. Alors, je n'ai pas complètement en tête. C'est une relation aussi avec le jugement. Mais bon, avant d'aller là, on voit un couple autour d'un sac. L'homme s'en écarte et laisse le sac ouvert à la femme qui a tendance à plonger dedans. C'est un peu comme si l'homme disait « choisis le spermatozoïde idéal pour ce travail ». C'est lié aussi au 2e chakra dans notre travail, hein. Nous avons ici le jugement, ici, là, au niveau du 2e chakra, chakra sexuel, chakra de créativité, hein. Et bon, ça parle d'un couple autour d'un creuset. Ce sac, on pourrait le voir comme un creuset aussi, hein. Et la matière, c'est l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. Donc, voilà, nous sommes... Là, on pourrait dire, dans le ballon, nous ajoutons de l'argent. Ça fait déjà 3 matières. Fer, cuivre, argent. Les 2 personnages qu'il y a sur ce symbole bruxellois, on pourrait les voir ici comme ces 2 personnages-là, que nous trouvons dans le jugement, hein. Et ici, il s'agit de descendre pour aller plus loin que ces 2 personnages. Porter sa croix. Donc il y a l'idée de descendre pour aller trouver un territoire. Voilà. Il y a aussi sur ce symbole un cep de vigne. Donc ça évoque quelque chose qui est lié à la vigne. On pourrait imaginer du tartre. Alors toutes ces compositions-là, vous les avez dans le livre. On continue à remonter. Nous arrivons à la fréquence 4 ici, à la louve, qui est en relation avec la papesse. Hein, ça parle d'un métal coulant, c'est lié à Mercure. Là, je suggérerais, pour ceux qui ont fait un petit peu cette voie du cinabre, de mettre un peu de sang du dragon, qui est quand même un mercure beaucoup plus riche que du mercure. Hein. Alors, c'est la maison de la louve. Alors c'est quand même en relation avec Romulus et Rémus, d'ailleurs on les voit, avec une louve qui les nourrit, qui a vraiment une gueule très carnassière, c'est impressionnant. Et tout en haut il y a un phénix. Alors l'histoire extérieure c'est, il y a un renouvellement, il y a une résurrection, plutôt pas un renouvellement, mais une résurrection chaque fois l'Empire romain renaît. Voilà, donc ça faisait plaisir aux envahisseurs, peut-être. Voilà. Mais sur le plan intérieur, eh bien, comme c'est lié à la fréquence 4, c'est-à-dire au flanc ici, c'est par le flanc, par la rate, que nous recevons le prana divin. Donc, on peut se poser des questions de quel type de divinité on parle. C'est une divinité orale, point barre. Donc le phénix là-bas, c'est tangent, parce que le phénix, c'est vraiment la renaissance par le feu. Hein?
Alors que le pélican, c'est par l'eau, par le sang. Bon. Là, c'est par le feu. Mais on voit un feu dévié pour un pouvoir temporel, le pouvoir romain. La louve, on parle de l'antimoine comme étant aussi le loup, redis-moi. Le loup gris. Le loup gris, non, mais aussi le loup dévorant. Le loup dévorant, le loup qui dévore les métaux. Qui dévore les métaux, oui. Et là, si tu veux, la louve là-bas pourrait aussi exprimer le fait que il faudrait mettre un peu d'antimoine. Un peu de poudre d'antimoine ou de stibine. Et voilà. Il y a une dualité Romulus et Rémus. Bon, il y a l'idée d'intégrer quand même une dualité à ce niveau-là, c'est-à-dire entre l'être qui est incarné et puis sa croyance. C'est-à-dire, est-ce que je reçois toute la nourriture de ce prana divin, du véritable Dieu, ou est-ce que c'est un Dieu de pouvoir? Donc il faut avoir conscience de tout ça quand on fait cette opération, c'est ça que tu veux nous dire? Oui, oui, tout à fait. Tu vois, tu ne peux pas séparer l'alchimie opérative de l'alchimie intérieure. Donc quand on saupoudre, comme tu le suggères, vivement d'ailleurs, il faudrait avoir les arcanes en tête, ou comme être dans une sorte de méditation. Tout à fait. Dans le livre, par exemple... Qui donnerait de l'opérativité à cette pré-préparation de matière, donc là, puisqu'on va du côté roi d'Espagne, donc c'est la préparation du fer, hein, c'est bien ça. Oui, ensuite cuivre, ensuite argent, et là nous avons le mercure. Oui, mais je veux dire, l'ingrédient au niveau poids, c'est essentiellement le fer. L'ingrédient principal, puisqu'on a mis 3 clous, c'est on prépare le fer qui va être utilisé ensuite pour le grand œuvre, pour démarrer le grand œuvre. Dans le démarrage du grand œuvre, qui est l'opération qu'on appelle la séparation, il me semble. Hein, absolument. Quelques lectures. Ah, c'est bien. Ouais. Mais auparavant, ce fer, tu comprends maintenant, imagine ce fer que je mets dans le ballon, les os de Vénus, hein, ici les os de Vénus avec le cuivre, y a de l'eau. Hein, d'ailleurs, la composition, je la donne, hein, avec différentes eaux, des eaux célestes, des eaux terrestres, voire même l'urine, ou la salive, etc. Après, c'est chacun selon son alchimie intérieure. Si j'ai bien compris, dans ce ballon, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Donc, cette eau va communiquer des informations de cuivre. Ça pourrait être de la rosée. Absolument. Ou alors, ça peut être ce liquide-là, agrémenté d'un rosé de Provence bio, et peut-être aussi d'une bière d'abbaye belge. On l'a fait d'ailleurs. Nous l'avons fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous l'avons fait avec un ami qui est assez compétent et on a mis ces ingrédients presque par jeu quand on était dans les alentours de Bruxelles où on a fait plusieurs fois des opérations très concrètes. Il y a une cohérence parce que c'est cette maison, c'est pas uniquement le grand œuvre, donc c'est pas le laborat, le labeur. C'est aussi l'aura. Et en fait, on est dans un état intermédiaire, c'est à la fois labora et aura. Voilà. Oui, on prépare, c'est pour ça que je parle de méditation. Tout à fait, ouais. Mais ça continuera après aussi. Hein. Ça continuera après aussi. On prépare les matières, toujours. Donc, toujours. On s'est préparé intérieurement. Oui. Quand on a fait le tour extérieur. Tout ce périple, oui. On a récolté nos matières. On a commencé au gisant à déclouer les 3 clous. Ça a commencé avec le clou. On a récolté de matières, et là, on prépare ces matières avant la tombée de Saint-Michel sur la Dragonne. Voilà, ce qu'on appelle les séparations. Voilà. Alors lui, il est soclé, je ne sais pas si ça se dit en français, mais il est posé sur son socle de 7 métaux, et lui, il veut bien venir si nous avons posé nos 7 métaux intérieurs, notre électrum. Voilà, donc travail intérieur, mais là, opératif. On a tout à fait. On a mis des clous dans un ballon, on a mis les métaux dans l'ordre que tu... Voilà, qu'on est en train de mettre en place, oui. Hein, oui, tout à fait. Et là, après... Mercure, argent... Voilà, donc ensuite, on arrive en fréquence 3, et là, nous avons le soleil. Dans notre travail en spagithérapie, c'est l'arcane 11, la force. Il y a l'idée d'une connexion cœur-tête. Hein. La mise en mouvement des 2 hémisphères cérébraux ne peut se faire que s'il n'y a pas de coupure entre la tête et le cœur.
hein. Et le lion exprime quelque chose du cœur. C'est le roi de la jungle de nos émotions. Hein. Y a quand même l'idée, bon, quand on voit ce lion, il est un peu bas. Il y a quand même l'idée qu'il s'agit de mettre du cœur dans sa créativité sexuelle. Du cœur, il n'y a pas baiser, parce que c'est en dessous du diaphragme, tirer son cou, et puis le cœur est ailleurs. Non, c'est ensemble. Donc c'est pour ça que le symbole du cœur, le lion comme ça, il est quand même assez bas. Donc il y a l'idée d'une créativité en dessous du diaphragme, là où on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas comment ça fonctionne, alors que la tête, là, on peut mettre des idées, on bouge, le cœur, c'est entre les deux, mais sous le diaphragme, c'est comme occulté. Et bien là, c'est de mettre du cœur à l'ouvrage, et là, eh bien, on peut estimer de mettre un petit peu d'or. Le soleil, c'est l'or. Donc on met du cœur à l'ouvrage en mettant un peu d'or. On met un peu d'or, oui, ne serait-ce qu'une information, parce que ça coûte cher, voilà. Mais si tu veux, toutes ces petites opérations qui peuvent être risibles ont leur importance parce qu'elles sont toutes à la frontière entre le laborat et l'aura. Elles ont leur importance si on en a conscience. Oui, et on en a conscience si on leur donne de l'importance. Aussi, ça va ensemble. On est à la frontière entre la matière et l'esprit, on va dire comme ça. D'où l'intérêt d'avoir décrypté cette façade de la Grande Place. Alors, et avant d'en arriver là, et encore, je suis encore loin peut-être de bien analyser tout ça, ben, il a fallu mettre en place, voir qu'est-ce qu'il y avait sur chaque maison, c'est fastidieux aussi. Et donc c'est pour ça que les explications qu'on peut donner, ben, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident parce que, bon, ça nous brasse, ça nous bouge. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est écrit nulle part, ce travail. Donc il est novateur, donc il n'y a pas d'égrégore derrière. Il n'y a pas d'égrégore. On ne peut pas se référer. Et donc du coup, il y a une liberté. Ça me rappelle un petit peu, quand tu me parlais d'Eugène Cancelier, c'est pas écrit petit a, petit b, petit c, petit d, etc. Il faut retrouver ça. Mais c'est un moyen, peut-être qu'ils n'en étaient pas conscients, peu importe. C'est un moyen pour que l'apprenti alchimiste ne soit pas constamment référencé par la tradition, mais qu'il ose faire son alchimie d'aujourd'hui. D'ailleurs, Cancelier le dit, le peu que j'ai lu, l'atmosphère n'est plus dans le même état qu'il y a 100 ans ou 50 ans. Donc l'alchimie d'aujourd'hui, peut-être, doit être, oui, certainement même différente de l'alchimie des années 30, quand Fulcanelli fait ses transmutations. Ces transmutations, lui, ne marcheraient peut-être pas aujourd'hui. D'ailleurs, Cancelier avait les recettes, il avait tout, et puis il n'y est pas arrivé, apparemment. Voilà, c'est beaucoup de questions qu'on peut se poser. Pour moi, ce qui me semble primordial, c'est de réunir un maximum d'informations du moment où on fait ce travail, et y aller avec ça. Et pour moi, là, c'est juste parce que l'inconnu, où il n'y a pas le référentiel qu'on aimerait trouver, c'est écrit, un maître a dit, un alchimiste a dit, on ne trouve pas, obligé d'expérimenter, ben, du coup, tu ne perds pas ton énergie dans des certitudes, des égrégores de l'au-delà. Donc là, tu es dans une opérativité directe. Curieusement, on peut avoir l'impression de traîner la patte, alors qu'en vérité, on fait des pas de géant. Parce que c'est toi. Tu t'égocentres. D'accord. Ah ben voilà. Donc alors, on enchaîne dans ce travail. Alors le cornet, l'or, le soleil. En haut, il y a un vaisseau, il y a un navire en partance. Donc il y a le vent en poupe, hein, voilà, avec deux personnages. Il y a aussi deux lions. Donc il y a l'idée de deux lions, un peu comme les lions cracheurs, qui à un moment donné, il n'y en a plus qu'un. C'est l'organe cœur aussi. Et c'est lié à Kaf. Kaf, ça veut dire, la 11e lettre, ça veut dire recueillir un soleil, recueillir un cœur qui ne soit pas dédoublé, un seul cœur, avoir le cœur à l'ouvrage. Hein. Voilà, alors alors il y a aussi un symbole solaire, il y a un soleil, mais il y a aussi une lune, donc là je remettrai un petit peu d'argent. Il y a aussi le navire, donc ça évoque l'eau, la mer, donc le natron, un nitrate de sodium, c'est-à-dire de mettre une impulsion à ce niveau-là. Ne serait-ce que pour obéir à cette cohérence inconsciente, parce que l'idée d'ensemble, c'est moi qui spécule là-dessus peut-être, enfin qui ai mis ça en place, je trouve ça d'une bouleversante cohérence, mais personne n'a fait ce travail-là. Donc, s'il y a une certaine cohérence, et elle y est,
inconsciente peut-être, mais elle y est. Si on obéit à avec nos moyens à cette cohérence-là, on a la pierre philosophale quelque part. Parce que la pierre philosophale, au-delà du fait que ça transmute du plomb en or extérieur, est-ce que ça ne serait pas, en tout premier lieu, l'aboutissement matérialisé de tout un système de cohérence? Accessoirement, j'ai envie de dire, on aurait la pierre philosophale qui transmute, mais celui qui transmute, c'est pas pour lui, il a la certitude. Ce serait pour l'autre, ou les autres. Donc on pourrait, pour moi, la cohérence d'un travail, pour moi, ce serait ça. Oui, de toute façon, il semble logique qu'on ne puisse pas parler vraiment de recette pour la pierre philosophale, mais un processus effectivement cohérent, mais cohérent, pas forcément sur un plan rationnel. Et pas non plus sur un plan soi-disant spirituel. C'est vertigineux. On les appelle bien les philosophes par le feu et pas par la lumière. Donc même au niveau... Parce que c'est ça le problème, sur la physique quantique, les religions, les alchimistes, lumière, 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 lumière. C'est une pathologie chez Paracels. C'est les maladies de l'entité des esprits parce qu'elles sont liées au monoculum. Elles sont liées à l'être oral. Le dieu oral sont liés à Yod et Vavé, qu'on ne voit pas arriver. Et on attend le Messie, etc., etc. Voilà. À mon avis, il peut y avoir une vision de l'alchimie de manière que je qualifie de gnostique, c'est-à-dire qui dénonce l'ici-bas, l'au-delà, comme étant deux infinis, cul-de-sac, deux mensonges. Voilà, et cela se retrouve dans les matières qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'il y aura une différence entre un antimoine vulgaire, que tu achètes dans le commerce, au prix unique, Weber Métaux par exemple, ou autre. D'accord. D'un antimoine dit philosophique, c'est-à-dire dans lequel il y aura eu une intention, une connaissance. Tout à fait. Matérialisée dans un processus. Ouais. Parce que dès l'instant où on chauffe des matières, et c'est le cas en alchimie, on les appelle bien les philosophes par le feu, pas par la lumière, dès l'instant où ces matières dures deviennent liquides, là, elles captent quelque chose, pas uniquement selon l'astral de l'alchimiste, bien sûr c'est important, très important, mais aussi l'astral ambiant. C'est pas anodin. Ne serait-ce que les sels solubles d'une calcination due d'une calcination sur les plantes en phytospagérie. Eh bien, ça prend l'humidité de l'endroit. Donc ça capte des énergies. Tout à fait, oui. Ce que l'on est, nos intentions, elles se gravent, se matérialisent. Je pense. Dans la structure. D'ailleurs, ces matières, à un moment, sont radiantes. Il y a une structure en elles. D'accord. Que tu vas nous montrer par la suite. Et c'est comme si ce côté subtil était inséré dans les mailles du filet. C'est ça. Les mailles de la matière. Absolument. Dans sa cristallisation. Ouais. Dans sa pureté. Tout à fait. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que plus la matière, le mercure, va devenir pure et plus il va être sensible et va capter quelque chose de subtil, de céleste, de masculin. En précisant qui va s'insérer en elle. Et donc le dragon, matière première brute, va devenir vierge, minérale, mais infusé d'un élément subtil, astral, subtil, qui viennent de différentes origines, et à commencer par l'opérateur. L'opérateur, je pense que c'est quand même lui qui fait la différence à un moment. Oui, ça, plus on avance dans l'œuvre, plus il est impliqué, je pense. Oui. Alors quand tu parles de Mercure, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas le Mercure coulant, c'est pas une des 7 planètes, c'est le Mercure. Tu pourrais peut-être préciser. La matrice, la matière féminine. Voilà, donc ça peut être antimoine. Ce que tu appelles antimoine. Voilà, ou régule. On peut donner d'autres noms, mais antimoine, ça va très bien. C'est vrai que le mot Mercure, je crois que c'est le mot qu'on lit le plus dans les écrits alchimiques. Mercure par-ci, Mercure par-là. Il peut y avoir de la confusion. Alors, nous arrivons ici à la maison donc du cornet. Mais ça pourrait être aussi le cœur net. Mais par le cœur net, on peut avoir le corps net. Le cornet, c'est-à-dire, il y a une unité tête-cœur, mais il y a aussi une unité tête-cœur-bassin.
Donc on voit que en ayant le cœur honnête, pas coupé du mental, qui n'est pas le mental d'un côté et le ressenti de l'autre, ça c'est un mensonge, eh bien ça permet de clarifier notre incarnation corporelle. Le corps né est précédé du cœur né. Alors il y a une relation avec Saint Boniface de l'autre côté qui est comme ça, sur la chaloupe d'or. Et la chaloupe d'or est liée au maître du cœur et de la sexualité, alors qu'ici c'est lié au cœur. Et on voit une relation entre les deux. Donc, et on le voit, Saint Boniface, avec les mains comme ceci. Il y a l'idée de happer et de ramener. Ça évoque l'aimant. Donc là, sur le ballon, on peut imaginer des aimants qui travaillent. Par exemple, à la Louve, il y a des je ne sais plus comment on appelle ça, des hublots, là. Eh bien, on dirait des loupes. Là aussi, on pourrait imaginer, enfin c'est décrit en détail, mais on pourrait imaginer un travail avec la loupe. Ce que nous avons fait dans les expériences que nous avons faites, eh bien, on a utilisé ces outils-là. Voilà, on voit qu'il y a toutes sortes d'apports. C'est pas pour faire du supermarché, d'avoir tout ça. Voilà, on pourrait dire, mais l'alchimie c'est tout simple, c'est du nitre, de l'antimoine et puis du fer, puis basta. Oui, c'est le socle, bien sûr, mais tout dépend de la conscience de l'alchimiste, des alchimistes qui trouveront bien d'amener ceci, d'amener cela. Moi, j'essaye de donner une cohérence en respectant chaque demeure. Ça n'a pas toujours été évident, c'est quand même 8 ans de boulot. Alors, on arrive ensuite à la maison du renard. Bon, j'accompagne toujours avec l'arcane. Donc là, nous sommes avec la maison du renard. Alors, le renard évoque une couleur. Son pelage est roux. Il y a l'idée de roux. En alchimie, on parle aussi d'une terre rousse. Une terre qui, exposée, eh bien, va passer du noir au roux. Il y a là une idée assez précise d'une matière qui se colore. Exposée à quoi? À l'humidité, à l'atmosphère? À l'atmosphère, jour et nuit. En tout cas, c'est ainsi qu'on l'a fait. C'est ce que certains appellent le caput. Oui, alors le caput, justement, c'est la maison d'après, c'est-à-dire la première cervicale. Alors, il y a une chose intéressante à savoir avec ces deux maisons, c'est que la maison du renard est en association avec la fougue de l'impératrice, et elle est en association avec toute une créativité, une mobilité, ce qu'est le renard, une extrême mobilité. Il y a l'idée que le mouvement est réenclenché. Alors c'est intéressant, tout en haut il y a la statue de Saint-Nicolas avec les 3 enfants. Il a ressuscité, il a remis le mouvement vivant chez ces 3 enfants qui avaient été égorgés. Ici, au niveau de la gorge, on voit quelque chose qui a été bloqué en négatif sur cette impératrice. Bon, c'est un petit clin d'œil. Cette terre du renard, cette terre rousse, elle ne vient pas comme ça du ciel, pas du tout. Elle provient de la maison d'avant. La maison d'avant, c'est l'Atlas, la première cervicale. La maison du renard, c'est l'Axis, la deuxième cervicale. Or, la première cervicale, l'Atlas, est posée sur l'axe de l'Axis, c'est-à-dire la deuxième. C'est ce qui va permettre le mouvement, le oui, le non, donc la croix. Porter sa croix, ça peut être aussi oser dire oui, oser dire non, etc. Ce que l'on voit avec le symbole de la tête d'or, c'est que sur cette maison de la tête d'or, il n'y a pas de symbole. Or, sur la maison du renard, qui elle, a été restaurée, qui est magnifique d'ailleurs, au contraire de la tête d'or qui est d'un grisâtre, d'un noirâtre sans nom, eh bien c'est que là, sur la maison du renard, nous avons le symbole de la tête d'or. Un peu comme si on avait pris la première cervicale et on l'avait posée sur la deuxième. Atlas posé sur l'Axis. Alors il y a aussi d'autres symboles, bien sûr, mais on pourrait voir ici l'idée d'une terre noire, c'est-à-dire l'Atlas, la tête morte, qui vient roussir au bout de 40 jours, 40 nuits, et nous donne une terre rousse. On sait qu'il y aura une troisième terre, mais là on l'aura par calcination, qu'on appelle la terre adamique.
Donc, rien que le départ là-bas pourrait déjà nous montrer une terre noire, une terre rousse et une terre adamique, mais à partir d'anciennes opérations. Parce que la terre noire provient d'anciennes expériences dans d'autres vies, peut-être, ou d'anciennes expériences. Donc, nous n'avons pas la véritable terre noire, la véritable terre rousse et la véritable terre adamique. Nous les avons, bien sûr, mais elles vont venir se mélanger avec les terres qu'on va obtenir dans la suite de l'œuvre. Donc tu veux dire que c'est un caput de nos expériences précédentes. Voilà, c'est pas de nos expériences de maintenant. On a gardé de côté. Voilà, on les a jetés et puis on va les rechercher, parce qu'on se rend compte qu'on ne doit rien oublier. Donc quand ça revient, le passé a toute son importance grâce au fait qu'on ne l'a pas résolu. C'est des insolubles, sur des sels insolubles, donc du feu secret. Donc la tête d'or, c'est le caput. La tête d'or, c'est le caput tout simplement. Donc tout ça, on a mis bout à bout. Alors il y a une précision à donner aussi par rapport aux 7 métaux quand même, c'est qu'avec la deuxième cervicale, c'est-à-dire avec l'axis, nous sommes en relation avec Jupiter. Fréquence 2 dans l'arbre ici. Jupiter. Jupiter, c'est l'étain, mais le zinc aussi. Donc là, on pourrait mettre un peu d'étain, un peu de zinc. Ces impulsions permettent en fait tout un travail sur essentiellement le fer. Et pas accessoirement, et aussi sur le cuivre. Donc ces deux matières importantes, parce que l'antimoine, nous l'avons, il est de côté, il est à Notre-Dame de Paix, il nous attend. C'est comme si la matrice était prête, mais elle attend son chevalier qui vient de la pénétrer. En fait, on est en train d'enrichir d'une manière subtile le mal, le fer, oui, par des contacts avec différents métaux. Voilà. Et évidemment, on va retrouver les 7 métaux, je suppose. Ah oui, alors le 7e, c'est-à-dire au niveau de la C1, c'est le Saturne, c'est-à-dire le plomb. Tu dis on pourrait mettre. On met. Oui, voilà. Je dis on pourrait. Oui, bravo, tu as raison. Non, mais je suis là en train de prendre des gants, mais en fait. Non, mais dis ta façon de faire. Oui. Pas de petit secret, Tony. Tout à fait. Tout dire. Voilà. Donc là, ici, le renard, c'est aussi la reine de l'art. Voilà. Alors, au niveau de la tête d'or, eh bien là, nous sommes en relation avec la dernière lettre hébraïque, Tav. Scellé. S-C-E-2-L-E-R. Scellé, fermé. Eh bien, on décèle les anciens capoutes. On les ouvre. Et là, on fait le retour maintenant. On va aller dans le sens inverse, ici. Donc, il y a comme un retournement maintenant qui va faire de la C1 à la C7. Et là, il y a toute une opérativité qui va se mettre en place avec les ingrédients, où il va y avoir des chauffes. On va aussi prendre la terre noire, on va la mettre une petite partie avec le fer, tout ça, pour que les opérations se fassent. Mais on va garder une grande partie de la terre noire avec du tartre au creuset pour faire apparaître ce que nous appelons une Saturnie, végétable. Ça veut dire quoi, végétable? Ça veut dire qu'on le met dans un système de végétabilité, donc de croissance, donc de vie. Des 4 règnes de la nature, ce qui semble le plus vivant, c'est le végétal. La végétabilité. En apparence, oui, parce que le minéral est vivant, mais bon, on ne le voit pas. On ne le voit pas à notre échelle. À notre échelle. Il contient à la limite plus de vie. Mais c'est sûr. Mais nous, on est, si tu veux, à notre portée, sans instruments, sans ordinateur, sans microscope, c'est le végétal. L'animal aussi, il bouge. On le voit bien au printemps. Là, on est en plein dedans, là. C'est magnifique, ouais. Les éléments bougent. En quelques jours, ont poussé, quoi. Voilà. Alors là, le fait d'avoir été cherché, d'avoir respecté notre passé, donc ces anciens capoutes, c'est cet ermite qui nous attendait. Il dit, venez chercher les capoutes. Ne m'oubliez pas. Et c'est ça qui va permettre cet ermite avec un E, donc un ermite, on va dire, d'attente, de passer à l'ermite avec un H, c'est-à-dire Hermès, le véritable hermétisme. Et ce caput, c'est aussi le sceau hermétique, quelque part. Eh bien, ce caput, avec le tartre, chauffé, va nous donner une Saturnie végétable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend nos passés, on les ramène dans l'aujourd'hui, et on les fait mûrir. Donc, on n'a pas laissé bloquer le passé dans des mémoires, parce qu'elles vont rejaillir,
pour faire notre alchimie d'aujourd'hui avec une nouvelle matière. Non, il y a ça aussi, mais elle doit se mélanger comme nous. On se mélange avec les mémoires que nous transmet la généalogie. Donc quand on fait ces opérations, je le répète, j'insiste, il faut avoir conscience de ce que tu dis. Je pense, oui. Ben, je pense dans le sens où ça me semble primordial. Ça semble évident. Il ne suffirait pas d'avoir la recette. Voilà, il ne suffit pas d'avoir un automate qui te met un Oui. petit peu d'or, un petit peu d'argent. Et pour moi, il y a autant d'alchimie qu'il y a d'alchimistes. Forcément. On n'a pas tous les mêmes mémoires. Alors, on n'a peut-être pas tous la même idée de la pierre philosophale. Pourquoi pas? Pour certains, leur pierre philosophale, c'est le summum qu'ils peuvent atteindre dans cette incarnation. Ça ne veut pas dire que c'est la véritable pierre philosophale. Et d'autres diront, mais non, moi je n'ai pas la pierre philosophale. Mais leur comportement de vie démontre que ce sont des êtres qui, au-delà des discours et des connaissances, vivent réellement un état de philosophe, dans le sens alchimique. Bon, je ne vais pas dire que mon père était alchimiste, mais mon père et ma mère n'ont jamais lu un seul livre, mais ils ont eu un comportement d'une dignité extraordinaire. Je m'en rends compte maintenant qu'ils sont décédés. Tu vois ? Et je me dis, ils n'ont jamais rien lu, mais une propreté d'être. Voilà. Alors je me dis, c'est quoi l'alchimie? Parce que moi, l'alchimie, ça ne peut pas être uniquement les creusets, la recherche de la pierre philosophale, que je respecte totalement. Mais c'est peut-être l'aspect alchimique qui nous semble le plus à portée de main. Mais une alchimie qui implique un comportement, eh bien, ça demande une vision alchimique déjà beaucoup plus élargie. Hein. L'alchimie, c'est la recherche de la pierre philosophale. Simplement. Qu'est-ce qu'on entend par pierre? Simplement, pierre philosophale, c'est pas simplement une recette. Non plus. Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un arrive à transmuter uniquement parce qu'il a la recette? D'après certains écrits, oui. Mais alors, quel or on obtient? Oui, mais bon, ça serait ce qu'on appelle des procédés particuliers, c'est-à-dire qui font partie des mystères de la nature. Oui, mais ça arrive à transmuter ces choses-là? Du plomb en or? J'ai jamais vu, mais pourquoi pas, on peut l'imaginer. Maintenant, c'est pas ce que j'appellerais la pierre philosophale. D'accord, oui. Alors, ça permet de sceller le passé de la bonne manière, de la mettre en mouvement. On voit, il y a l'idée d'un mouvement. Le chiffre 4 ici, qu'elle fait avec ses jambes, ça rappelle d'ailleurs un petit peu le 4 ici avec les jambes de la... D'ailleurs, c'est l'arcane 22 par 21 en alchimie. 22, 2 et 2, ça fait 4, on a l'arcane 4. On voit ce 4. Donc il y a l'idée d'incarner quelque chose, hein, de sceller. Donc on ouvre, on ose aller chercher notre passé pour sceller quelque chose à l'intérieur de soi. Donc on revient de là, on revient et on fait, avec le ballon, on fait chauffer ces matières. Et il y a toutes ces étapes-là qu'on a déjà vues ici dans le sens de la montée et le retour. Si tu veux, la montée de ces 7, c'est pour mettre les ingrédients dans le ballon. Et la redescente, c'est les opérations que l'on fait. Et là, nous obtenons à la fin un cuivre qu'on va mettre de côté avec cette matrice, cette rosace cuivrée. On la met de côté pour le futur régule martial vénusien, mais auparavant, il nous faut le régule martial. Et donc, les clous, ou le fer en poudre dans un sachet, on le prélève du ballon, et là, eh bien, ça va être pour démarrer notre grande œuvre. Et troisième aspect, l'eau va nous servir à faire des lessives, des lixiviations, pour séparer des sels solubles des sels insolubles. Donc là, on est revenu au roi d'Espagne. Alors maintenant, est-ce que tu peux... Donc, on a fait un aller-retour du roi d'Espagne à la Tête d'Or, à l'entrée de la rue de la Tête d'Or. Une maison LED, comme tu l'as expliqué, noire, etc. Puis en relation avec le caput. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous résumer en quelques secondes l'aller et le retour et ce qu'on obtient sur un plan opératif, recette, là écoute, essentiellement, agrémenté de quelques sels, par-ci par-là, comme j'ai dit tout à l'heure... Non, attends, on commence... Non, mais à part que ce soit agrémenté, en fait, c'est simple, les 7 maisons, c'est 7 métaux. On met les métaux, mais essentiellement du fer et du cuivre, parce qu'ils vont être utilisés par la suite. Bon. Donc l'électrum, pas l'antimoine justement, le zinc ou avec l'étain, le plomb, ici nous sommes avec le plomb, hein, Saturne, etc. C'est des impulsions pour dire de respecter. Mais l'essentiel, c'est le couple Mars-Vénus, c'est-à-dire fer cuivre, qui vont être accueillis quelque part par la matrice
antimoine, la dragonne, quelque part. Hein? Moi, je pense que dans un premier temps, c'est le fer avec l'antimoine, mais moi, je verrais plutôt le fils avec la mère. Et bien sûr, ils font couple, bien sûr, mais ce n'est pas un couple qui va finaliser, qui va permettre de la fécondation. Non, pour moi, c'est avec le cuivre. Mais pour ça, dans un premier temps, il faut que le fils, quelque part, intègre sa mère. Il faut que le fils, il ait cette information. Mais la mère ne va pas se donner comme ça. Elle va le fracasser. Donc le chevalier est à terre aussi. La mère aussi, le dragon, la dragonne est aussi à terre. Mais c'est sur ces effondrements qu'il sera possible petit à petit, pour le chevalier, le faire, de se purifier et pour à un moment donné être fécondé par le futur embryon qui arrive. Voilà, donc ça c'est les opérations qu'on va faire. Qu'on va voir après, bien sûr. Donc à l'issue de cet aller-retour, oui. Donc, nous avons notre stibine d'un côté, et là nous avons travaillé sur notre fer et notre cuivre, voilà. qui vont être les matières, on va dire, pondérables, oui. qui vont servir au travail. Absolument, oui. Dans lequel on aura eu des petites impulsions oui. métalliques des 7 métaux. Tout à fait. Il y aura donc là, aussi... Donc on a notre fer et notre cuivre canonique, voilà. notre stibine canonique, oui. Et là on peut démarrer oui. le grand œuvre, c'est tout ça, à vous fait. avez bien compris? C'est ça. La stibine travaillée, qui est l'électron terrestre, la Terre solaire, eh bien c'est Notre-Dame de Paix qu'on trouve ici, au niveau de la D1. Alors concrètement, elle se trouve à gauche. En entrant dans la grande place, Nous avons été émerveillés par, oui, en entrant. On a été émerveillés par Saint-Michel, là-haut, ouais. L'archange, Saint-Michel, qui nous a indiqué quelle matière a travaillé, le dragon, et avec quoi? Le fer. C'est ça. Le fer a été travaillé par l'aller-retour dont tu as parlé. Oui. Et là maintenant, nous voyons... Ouais. Le cuivre est mis de côté. Hein. Mis de côté, là nous voyons Notre-Dame de Paix. Voilà. D'abord, le mâle doit être mis enceinte par le futur enfant, et ensuite il va pouvoir communiquer le fruit de cette copulation céleste entre le futur fils ou la future fille, et le futur père. Eh bien, il va chercher matrice dans la matière pour communiquer cette fécondation qu'il a vécue. Hein? Donc ici, on se retrouve avec, entre Mars, entre la C7 et la D1, on se retrouve avec le fer et l'antimoine, pour faire simple. Mais on sait aussi, quand on voit Notre-Dame de Paix, qu'elle porte un enfant. Et il y a aussi une figure de Moaï, une figure, enfin moi j'ai appelé ça comme ça, une figure de l'île de Pâques. Ça évoque un peu la Lémurie, ça évoque le continent Mu peut-être, ça évoque des choses très très anciennes. Donc il y a cet enfant apparent qu'elle porte dans les bras, mais aussi elle est gravée par un visage assez curieux, presque extraterrestre, que sais-je. Donc c'est pas simplement dans cette incarnation-ci, voilà, non, ça va chercher, quand on fait de l'alchimie comme ça, on va chercher des mémoires très 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 anciennes. Donc on n'accouche pas que d'un enfant, on accouche aussi de ce que porte cet enfant. Hein? Donc Notre-Dame de Paix, bien préparée, est à même de faire surgir toute cette richesse des mémoires très anciennes. Grâce à quoi? Grâce au fer, qui lui-même n'est pas seul, il est accompagné de tout un travail au niveau de l'électron. Et là, on se retrouve avec la Notre-Dame de Paix, hein, et c'est ici que commence véritablement le grand œuvre.